Au début, je vais commencer par me présenter moi, expliquer qui je suis, d'où je viens, pourquoi on m'a laissé un micro et pourquoi je l'ai accepté. Et puis petit à petit, je vais vous expliquer les activités associatives dans lesquelles je me suis engagé et puis les activités de vidéaste dans lesquelles je me suis lancé depuis quelques années. Et pourquoi je trouve ça intéressant et vous communiquer un petit peu les flammes qui m'animent et la passion pour la méthodologie scientifique et le paranormal. Je commence déjà par me présenter. Je suis pas très sûr que tout le monde me connaisse, moi, ou même connaisse ma tête, parce que je montre très rarement ma tête dans les vidéos. J'ai commencé à essayer de faire que des animations et des dessins. Moi, je suis donc formateur en infographie, c'est mon métier, c'est ce qui me fait vivre ces dernières années. Mais par contre, mon cursus universitaire, c'était un cursus scientifique. J'ai eu la chance de pouvoir faire 5 années d'études de sciences à la fac. Et en sortant, j'avais pas compris qu'il me manquait une grosse proportion de ce que maintenant j'appelle la science et que j'aurais aimé que l'on m'explique à l'école. C'est en fait tout ce dont je parle en vidéo et tout ce qui fait la fibre des activités associatives qu'on aurait dû m'enseigner à l'école et que on ne l'a pas fait. J'ai jamais eu une seule heure de cours de méthodologie scientifique, par exemple, ni de épistémologie. Tout le processus de la science, la revue par les pairs, les publications, jamais j'ai eu une seule heure de cours là-dessus. Donc du coup, tout ce dont je parle en vidéo, en fait, c'est pas quelque chose qui s'apprend en cours. Il n'y a que les thésards qui apprennent ça. Je me suis investi donc dans l'Observatoire Zététique, qui est une association grenobloise qui a pour objectif d'essayer d'appliquer cette méthode scientifique, donc, pour étudier scientifiquement les phénomènes paranormaux et les pseudosciences. Essayer d'évaluer les thérapies alternatives. On se pose des questions du genre quelles sont les preuves qui pourraient être concluantes pour décider si, oui ou non, les fantômes existent. Les extraterrestres sont là parmi nous et nous visitent dans leurs réseaux spatiaux. Est-ce que la télépathie, ça marche? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un don de voyance, de médiumnité? Est-ce qu'on peut contacter les morts? Et ça, est-ce que ça peut s'étudier scientifiquement? Est-ce qu'on peut essayer d'avoir des conclusions qui soient solides et basées sur des faits? Et je pensais au tout début que, oui, évidemment, c'était trop facile. Et c'est seulement avec la réflexion sur le sujet que je me suis rendu compte que non, c'est pas aussi facile que ça, et c'est pas aussi simple à répondre comme question. Et c'est seulement depuis 3 ans que je me suis lancé dans une création de vidéos. C'était pas mon objectif du tout au départ. Moi, la toute première vidéo que j'ai faite, c'était pas censé être destiné au public et montré. C'était juste un compte rendu d'une visite que j'avais fait au salon de la voyance et de la parapsychologie de ma ville. Et au lieu de faire un compte rendu écrit sur le blog de notre association ou un petit article pour la publication mensuelle de l'Observatoire Zététique, vu que j'avais filmé quelques rushs, je me suis dit, je vais essayer de faire une sorte de compte rendu associatif en forme de vidéo. Je l'ai mis en ligne sur une plateforme d'hébergement vidéo gratuite quelconque, que je choisis YouTube, ça aurait pu être n'importe laquelle, et pendant 1 an, ma chaîne, elle a eu 12 vues et 2 abonnés. Ma mère et puis un copain. Et c'est seulement l'année d'après que je me suis dit, ça fait 30 fois que je répète la même chose, un jour il faudrait que je m'enregistre, ça m'économisera de la salive. Et le lendemain, encore une fois, on me pose la même question, il faut être plus ouvert d'esprit, Christophe, quand on est sceptique, c'est une marque de fermeture d'esprit. J'ai déjà répété ça hier, hein. Et un jour, je me suis pris au mot, et je me suis vraiment enregistré. C'était ça ma première création vidéo, c'était juste pour me dire, voilà, au moins il y a un lien, j'aurais juste à filer une URL, ce sera plus simple et plus facile que de répéter à chaque fois la même chose. Je vous montre un petit peu mon parcours. Moi, ce que j'aimerais, c'est être ouvert d'esprit, donc, et c'est le signe de ce petit symbole, de petit dessin que je dessine, la tête ouverte comme ça. C'est au fur et à mesure de mes études, et puis dans ma jeunesse, je me suis intéressé au paranormal, donc c'est d'abord par là que je suis entré dans le scepticisme. J'ai toujours été sceptique sur le paranormal, je crois que j'ai abandonné la religion assez tôt, mais j'ai toujours été fasciné par les ovnis, les fantômes, etc., avec beaucoup de curiosité. Et c'est de là que je me suis demandé si c'était possible d'appliquer la méthode scientifique, puisque je me considérais comme scientifique,
aux phénomènes paranormaux. Cette méthode-là, c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple que ce que l'on imagine. C'est quelque chose de complexe, il y a plein d'exceptions, de tenants, d'aboutissants, et si jamais on essaie de faire un descriptif vraiment carré de ce que c'est la méthode, il y a plein d'exceptions dans l'histoire des sciences où on n'a pas respecté ça et où on a quand même découvert des trucs. Du coup, ça m'a intéressé à tous ces gens qui pensent utiliser la méthode correctement, mais qui le font avec les pieds. Ils le font très mal. Je les dessine un peu comme ça, là, en forme de clown. C'est ceux qui étudient le paranormal en pensant faire de la science, mais en fait ils portent le déguisement du scientifique et ils comprennent mal ce qu'est la science, comment on peut essayer d'obtenir des preuves. Et ils sont soumis à beaucoup de biais qui les font voir des phénomènes là où ils n'en existent pas. Et c'est l'étude de ces biais du cerveau et des erreurs de pensée qui m'ont particulièrement intéressé. Et puis, je sais que les médias tombent dans les mêmes genres de biais quand ils couvrent l'événement. Ils sont aussi capables de voir des choses extraordinaires et en faire des articles sur des sujets qui n'ont rien de très extraordinaire. Et puis, la science elle-même, les chercheurs dans les laboratoires sont eux-mêmes soumis à certains biais, des biais cognitifs, des erreurs statistiques, et le système des publications ou le système de la méthodologie scientifique elle-même n'est pas exempt de biais. Tous ces dérapages de la méthodologie scientifique, c'est ça que j'ai découvert au fur et à mesure de ma pratique à essayer d'appliquer la méthode sur les sujets un peu controversés, paranormaux. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer ici. Bon, cette méthode-là, très simplement et très simplifiée, ça ressemble vaguement à ça. Et ça, c'est vraiment une caricature de la méthode scientifique. Alors, on commence à essayer d'avoir des idées, des théories, on les met en application pour créer des expériences, et au final, l'arbitre de la science, de la méthodologie scientifique, ça doit être ni un comité d'experts, ni quelqu'un qui tranche entre ce qui est vrai et ce qui est faux. L'arbitre final, ça devrait être la réalité. La réalité nous dit que, apparemment, quand on fait ci ou qu'on choque des particules l'une contre l'autre comme ça, on a tel résultat. Que ça nous convienne ou pas, peu importe. Que ça nous choque ou pas, peu importe. Que l'on aimerait que la réalité soit autrement, peu importe. La méthode scientifique, je vais dire qu'elle est scientifique si l'arbitre final, c'est la réalité. Et puis en fait, c'est une méthode que tout le monde utilise. Par exemple, un enquêteur scientifique, de la police scientifique par exemple, qui veut essayer de déterminer si tel suspect est coupable ou innocent. Il peut soit croiser des témoignages, faire des interviews, des auditions pour voir s'il y a des incohérences dans les récits. Et puis il peut aussi et surtout se baser sur des preuves matérielles, des enregistrements vidéo, des empreintes digitales, des relevés ADN. Et donc il soumet à la réalité une expérience et conclure sur des preuves plutôt que sur des témoignages, c'est un petit peu ce que moi j'appelle la méthodologie scientifique. Mais lui, il n'appelle pas ça méthodologie scientifique, pour lui c'est une méthode d'enquête. Un journaliste, par exemple, qui fait une enquête sur un fait qui s'est passé à l'autre bout du monde, ou sur la guerre, ou sur les malversations d'un homme politique, un journaliste va devoir faire la liste de preuves de la culpabilité ou pas, ou de preuves de ce qui s'est passé. Cette méthode-là, il n'appelle pas ça méthodologie scientifique, il appelle ça enquête journalistique. C'est aussi la méthode d'un simple cuisinier. Un cuisinier, lui, il a une recette un petit peu comme une théorie scientifique, et il la soumet à l'épreuve en la pratiquant, voire même en modifiant un petit peu quelques ingrédients, en changeant l'ordre de sa cuisson, et puis il goûte. Et au final, c'est cette expérience du goûtage qui fait que soit c'est concluant, soit pas, et il modifie un peu ou pas sa recette initiale. Ça, c'est exactement le circuit de la boucle entre la théorie qui est une recette et les expériences qui sont vraiment le plat cuisiné. Je pense que cette même méthode, elle peut être aussi utilisée pour étudier les phénomènes paranormaux, la voyance, la radiesthésie, le pendule, les sourcils, etc. Par exemple, étude scientifique du paranormal, l'Institut SETI aux États-Unis, il y a des budgets nationaux payés par la collectivité pour écouter les messages extraterrestres venus de l'outre-espace. Ça rentre clairement dans ce que j'appelle l'étude scientifique du paranormal. Par exemple, si vraiment on classe dans le paranormal l'existence des extraterrestres et le fait qu'ils viennent nous visiter ou qu'ils essayent de communiquer,
On étudie scientifiquement le paranormal avec ces genres de projets-là. Et puis en France, on a même un projet qui est unique au monde. Le GEIPAN, par exemple, c'est un organisme d'État où il y a des fonctionnaires qui sont payés pour recueillir les témoignages de gens qui ont vu des ovnis en France et en faire des catalogues et les classer selon les résultats de l'enquête qu'ils vont faire sur le sujet. Je crois que dans le monde, il n'y a pas d'autre organisme de cette ampleur qui est là pour faire de la démarche citoyenne, de récolter les témoignages. Ça rentre dans ce que j'appelle l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Et les témoignages, il y en a plein, tout le temps. Et donc ils en récoltent des quantités astronomiques. Ma question c'est, comment on va évaluer les preuves? Est-ce qu'un témoignage, c'est une preuve de l'existence des ovnis? Oui, non, ça dépend, faut faire l'enquête, est-ce que c'est crédible ou pas? Est-ce que 2 témoignages, c'est une meilleure preuve de l'existence des ovnis? Est-ce que 20, 30, 100, 1000 témoignages, c'est mieux qu'un témoignage? En fait, est-ce que les témoignages, ça s'empile les uns sur les autres pour faire une preuve de plus en plus haute? Ou bien est-ce que les témoignages, ça se met côte à côte? Et puis, le niveau de la preuve, c'est un petit peu le niveau de la preuve la plus valide, la plus haute, la plus fiable. C'est que des questions qui sont très difficiles à répondre. Et il n'y a pas de règles simples et évidentes. Et moi-même, je n'arrive pas à me prononcer sur ce genre de questions-là. Je trouve ces genres de questions qui sont fascinantes parce qu'elles touchent à une sorte de philosophie de la nature, de l'esprit et de la connaissance. C'est ce qu'on appelle l'épistémologie. Et il y a des filières à la fac qui apprennent l'épistémologie. En fait, celui qui fait de la psychologie, par exemple, ou même des filières littéraires. En filière scientifique, jamais on m'a appris l'épistémologie. Ça change un petit peu, parce que je suis vieux, mais dans les années 80-90, ça ne faisait pas partie des cursus scientifiques. C'est très dommage. Par exemple, à Édimbourg, en Écosse, il y a une université qui forme des étudiants à la parapsychologie. La parapsychologie, c'est justement la science du paranormal, l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. La télépathie, la voyance, la précognition, le voyage dans le temps, etc. Et c'est universitaire. Il y a des profs de fac avec des diplômes, et on peut avoir un diplôme de parapsychologue. Ce qui n'existe pas en France, par exemple. C'est bien dommage, je trouve. Parce que, du coup, ça laisse le champ libre à des pseudo-scientifiques autoproclamés qui pensent étudier scientifiquement le paranormal alors qu'ils n'ont pas la formation sur le sujet, ils ne savent pas ce que c'est la science, ils ne connaissent pas l'organisation d'un protocole, et ça peut mener à plein de dérives et de biais qui pourraient peut-être éviter si on avait un vrai cursus universitaire sur le sujet. Et puis par exemple, en Angleterre ou dans le monde anglophone en tout cas, il y a des sceptiques qui travaillent de façon universitaire dans des laboratoires, des chercheurs qui font des publications sur plein de phénomènes paranormaux et des sujets psy qui soit peuvent contrôler la matière juste par la force de la pensée, soit voir dans un futur proche. Et des gens comme Chris French, par exemple, sont des parapsychologues. Ils étudient le paranormal de façon scientifique. Donc la réponse à la question du titre de cette conférence, peut-on étudier scientifiquement le paranormal? Déjà, c'est oui. C'est possible, c'est juste que on le fait pas beaucoup et on le fait très mal. Et en France, vu qu'il n'y a pas de structure vraiment établies qui font ça, c'est obligé que ce soit des associations ou que ce soit en amateur, des gens qui s'y collent. Et moi, j'aime bien faire ça. C'est une sorte de passe-temps. Il y en a qui sont fans de, je sais pas, football, de musique rock, ou qui passent des heures à fabriquer des tours Eiffel en allumettes. Moi, m'intéresser aux phénomènes paranormaux, c'est une sorte de passe-temps. Une vision biaisée de ce qu'est la science, vue du grand public fan de paranormal en particulier. C'est ça un peu. C'est non, votre papier est refusé parce que votre conclusion ne correspond pas à votre vision de la réalité. Ça, c'est ce qu'on imagine que, je sais pas moi, les scientifiques diraient à quelqu'un qui viendrait leur parler de l'énergie libre. J'ai découvert l'énergie libre et gratuite pour tout le monde. Il suffit de mettre 3 aimants sur un ventilateur, de le faire tourner, et paf, on a autant d'énergie que l'on veut. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est que des poncifs et des idées reçues sur la science. La science ne veut pas laisser publier les idées nouvelles controversées. La science est conservatrice. Galilée a été persécuté par la science et au final, c'est lui qui avait raison. Du coup, c'est moi aussi qui ai raison. Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, c'est plutôt le syndrome inverse. En fait,
en science, je pense que là où la méthodologie pêche le plus, c'est par excès de buzz. Un sujet qui est un petit peu sexy et qui fera beaucoup de citations d'autres chercheurs, il aura plus de chances d'être publié. Il suffit que vous ayez le mot nano dans votre publication, par exemple, si vous faites une recherche sur les nanoparticules de je sais pas quoi, vous avez beaucoup de chances d'être publié parce que c'est justement à la bordure de la science, c'est ce qu'on appelle la fringe science, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle technologie, des choses dont on ne sait pas encore grand-chose, et qui pourraient faire rêver. Et donc du coup, il y a une sorte de surenchère parce qu'il y a la pression du publish or perish derrière les chercheurs. La carrière d'un chercheur, elle est évaluée à son nombre de publications. Donc lui, il a toujours tout intérêt à publier le plus possible, même quand il sait que les résultats sont fragiles, et juste parce que c'est un sujet un peu trendy, si c'est un petit peu sur le transhumanisme, ou si c'est un petit peu sur des OGM, tout de suite, ça publie beaucoup plus que si on étudie la littérature médiévale du XIVe siècle. Là, moi, je vais essayer de vous montrer un petit exemple de protocole. C'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois, à la fête de la science, dans mon bled natal. J'essaie de vous montrer comment est-ce qu'on peut monter en amateur un petit protocole avec la rigueur de ce qu'on peut exiger d'un protocole scientifique. J'ai ici une petite boîte que j'ai fabriquée moi-même, où j'ai mis 8 compartiments sur chaque face de la Lune. Et puis j'ai un petit éphéméride ici, où selon votre année de naissance, on va pouvoir aller chercher la Lune, la face de la Lune correspondant au jour de votre naissance, et mettre un petit haricot dans la boîte. Et peut-être qu'on pourra avoir un graphique des répartitions des jours de naissance des gens qui viennent ici au festival en fonction de leur phase de la Lune, ou en fonction du jour de la semaine, ou en fonction du mois où ils sont nés, ou en fonction de leur signe astrologique par exemple. On peut décliner ça selon plein de versions. Pour moi, j'ai décidé de mesurer ici l'influence de la pleine Lune sur les naissances. Ça, c'est quelque chose que ma tante Gudule me dit régulièrement, mais tu sais, c'est prouvé, ça se sait, ça. Les jours de pleine Lune, il y a beaucoup plus de naissances. D'ailleurs, même dans les maternités, c'est la cohue, et puis c'est toujours... Ils embauchent du personnel supplémentaire, justement pour ces jours-là, pense-t-elle. Mais au lieu de se fier à l'opinion de ma tante, par exemple, ou à l'opinion de quelqu'un qui travaillerait à l'hôpital, la méthodologie scientifique, c'est plutôt de mesurer les faits et de se baser surtout sur les faits. Si on a par exemple 80 dates de naissance d'ici la fin du week-end, la méthode, ce sera la suivante. On va essayer de comparer avec ce qu'on pourrait attendre du hasard. Et ça, c'est vraiment la base de la méthodologie scientifique. C'est d'imaginer qu'il n'y a pas d'effet, qu'il n'y a pas de parapsychologie, qu'il n'y a pas de télépathie, par exemple, ou qu'il n'y a pas d'effet de telle molécule sur tel symptôme si on est dans le monde médical, et de comparer les résultats de notre expérience avec ce qu'on pourrait attendre s'il n'y avait pas d'effet. Et ça, c'est important parce que notre esprit, il est très mauvais à évaluer ce que l'on pourrait attendre du simple hasard. Et du coup, ça nous fait voir des effets ou des trucs extraordinaires dans une sorte de bruit statistique qui est tout à fait compréhensible et tout à fait attendu. Bon, ici, si j'ai à peu près 80 dates de naissance, la moyenne ce serait 10. Si jamais j'ai un résultat de 12, par exemple, c'est ordinaire ou c'est extraordinaire? Là, on voit bien que 12, oui, c'est plus que la moyenne, mais c'est à peu près ce qu'on peut attendre s'il y a une fluctuation. C'est pas 10 absolument dans chacun des cases. Bon, mais par contre, par exemple, si j'en ai 50, là, je vois bien que je vais conclure qu'il se passe un truc. Je sais pas s'il y a une influence de la Lune sur la naissance. En tout cas, c'est pas juste du simple hasard, c'est pas juste au pif. Parce que c'est pas impossible que, par hasard, là, il se trouve que justement ceux qui sont venus au Pleasure Festival ce jour-là, ce soit juste, coup de bol, ou coup de malchance, je sais pas, des gens qui étaient nés un jour de pleine lune. Donc, c'est pas impossible que ça arrive par hasard. Mais c'est assez improbable, et vraiment là, cette courbe-là, elle me forcerait à trouver ça extraordinaire, et puis à en chercher la cause. Est-ce que vous êtes des petits trolls qui ont mis exprès des jetons dans la mauvaise case juste pour m'embêter? Est-ce que vraiment il y a une influence de la Lune? Mais ces questions-là, je me les poserai seulement après, quand je trouverai un résultat extraordinaire. Et la vraie question, bien sûr, c'est de trouver, ok, c'est où le seuil en fait? Si jamais j'en ai 16, c'est beaucoup ou pas? C'est extraordinaire ou pas? C'est là où je vais avoir besoin un petit peu de statistiques. En fait, il n'y a pas besoin pour étudier le paranormal ou même faire des protocoles comme ça et s'intéresser au scepticisme scientifique, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de science.
Il n'y a pas besoin d'avoir été beaucoup à l'école. Même quelqu'un qui n'a pas été beaucoup à l'école et qui ne s'y connaît pas trop, il peut s'intéresser à ces sujets-là. Il y a seulement un prérequis que je trouve indispensable, c'est une certaine maîtrise des statistiques et de qu'est-ce qui est extraordinaire ou pas. Mais ça, vu que c'est pas vraiment quelque chose qu'on apprend même en filière de maths ou en filière de physique, ça peut s'apprendre sur le tas en autodidacte. Mais par contre, on ne peut pas y couper. Est-ce que ça, c'est extraordinaire ou pas? Voici la méthode qu'il faut utiliser dans les cas paranormaux, comme pour les enquêtes journalistiques, les enquêtes de police ou même n'importe quelle enquête scientifique. Il va falloir que je me place un seuil à partir duquel je vais le considérer comme étant extraordinaire. Et ce seuil, comment est-ce que je le choisis? Est-ce que je le place là? Est-ce que je le place plus bas? Moi, ma méthode, ça va être la suivante. Je voudrais qu'il y ait moins de 1% de chance d'arriver à faire ça par hasard pour que je considère ça comme étant extraordinaire. S'il y avait plus que 1% de chance que ça arrive par hasard, je veux dire, bon, bah voilà, il y avait quand même des chances que ça arrive par hasard. Ce seuil-là, il est tout à fait arbitraire. C'est moi qui le choisis. Ça peut paraître bizarre que ce soit aussi arbitraire que ça. Surtout que tous les domaines de la science sont à peu près tombés d'accord sur un seuil à 5%. Moi, ici, je suis plus exigeant parce que, vu que c'est un sujet un peu controversé, et qu'on touche un peu au paranormal, un sujet où justement il y a des gens qui ne croient pas et qu'il y a beaucoup de sceptiques, il faut pouvoir leur claquer le bec. Et si jamais on a un seuil à 5%, il y a les sceptiques qui pourront dire ouais, mais bon, il y a quand même 5% de chance que bon, ton truc ça arrive par hasard. Bah, moi j'y crois quand même pas. Voilà. C'est pour ça que je suis plus exigeant dans tout ce qui touche la parapsychologie que dans le reste des sciences. Mais par contre, dans tout le reste des domaines de la science, que ce soit la biologie, la psychologie sociale, les sciences humaines comme les sciences de la matière, les scientifiques ils se basent avec un seuil de 5% et on dira que l'étude elle est positive, qu'il y a vraiment un effet, qu'on peut rejeter l'idée que ce soit juste du hasard, s'il y avait moins de 5% de chance d'arriver à faire ça par hasard. Et puis bien sûr, si j'arrive à avoir, je sais pas moi, mettons, 800 dates de naissance, pour faire un nombre rond, la méthode sera toujours la même. À la fin du week-end, je vais calculer la moyenne que j'attendrais si c'était du hasard, et je vais comparer le résultat que j'ai eu, et essayer de voir si je suis en dessus ou en dessous de mon seuil de 1%. Voilà, donc je ferai un petit débriefing à la fin du week-end sur le petit graphique que j'aurais pu avoir là. Et puis j'en ferai probablement une petite vidéo de débriefing pour expliquer un peu plus de statistiques. C'est un prétexte pour moi pour parler un petit peu de statistiques et de la méthodologie scientifique, plus que vraiment savoir s'il y a une influence de la pleine lune ou pas, parce que pour l'instant mon curseur de vraisemblance sur l'influence de la lune sur les naissances est assez bas. Sur une échelle de 0 à 100%, où 0 c'est absolument certain qu'il n'y a pas d'influence, j'y crois pas du tout. Et puis 100, je suis absolument certain qu'il y a une influence et j'y crois à fond. Je dois être à 0,1%. Parce que j'ai déjà fait ce protocole plein de fois, à la fête de la science, les dernières fois, il y a plein de gens partout dans le monde qui l'ont fait, avec des quantités de dates de naissance bien plus grandes que moi, quelques centaines. Là. On peut prendre très facilement les répartitions des dates de naissance de toute la population française des 50 dernières années. On va sur le site de l'INSEE par exemple, et on a un fichier Excel avec le nombre de naissances, le 1er janvier 1960, le 2 janvier 1960, le 3 janvier, comme ça sur les 50 dernières années. C'est très facile de faire une corrélation de ça avec les phases de la Lune, et de voir si oui ou non il y a une influence de la Lune ou pas. Et sans vous spoiler ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire le petit logiciel Excel pour arriver à croiser ces 38 millions de dates de naissance avec les phases de la Lune, et vous montrer que le graphique est entièrement plat, c'est un cardiogramme tout à fait horizontal. Donc si jamais on trouve un résultat hors norme ce week-end, alors déjà je serais très étonné, mais en deuxième temps, je ne serais pas si étonné que ça, parce que, justement, je fais un protocole à 1%, et que je m'attends que dans 1% des cas, ça ait l'air extraordinaire. Et moi, je ne place jamais mon curseur à 0% sur le curseur de vraisemblance, parce que je voudrais être ouvert d'esprit. Le petit bonhomme que j'ai mis à droite ici, là, je le trouve quand même trop ouvert d'esprit. Lui, il est carrément naïf. C'est-à-dire que lui, il accepte tout et n'importe quoi. C'est la personne qui est du genre à dire c'est vrai, je l'ai vu à la télé, je l'ai lu sur Internet. Et dans le tas, là, toutes les informations qui lui tombent dans le crâne toute la journée, il y a des choses qui sont incompatibles entre elles, qu'il accepte quand même. Ça s'est tombé dans un relativisme crasse qui ne me fait pas du tout envie. Mais je veux pas non plus
être la personne de gauche ici, parce que la personne de gauche, elle est obtuse, elle est fermée d'esprit. C'est la personne qui a déjà décidé ce en quoi elle croit, ce en quoi elle ne croit pas, et elle n'a pas du tout l'intention de changer d'avis. On peut lui montrer des preuves, on peut lui montrer des arguments, il a décidé que c'était comme ça, hein, j'ai réfléchi au problème, et maintenant j'ai décidé que ça existe, ou que ça n'existe pas, et c'est tout, et maintenant j'y touche plus. Ça, ce serait tomber dans un dogmatisme qui n'est pas très sain non plus. Non, non, moi ce que je voudrais, c'est plutôt ressembler à ceci. Je veux être ouvert d'esprit, mais il faut que je puisse filtrer toutes les informations et les passer au crible d'une sorte de petit tamis pour savoir sur quels critères je vais accepter une chose et le faire rentrer dans mon univers mental de ce qui existe dans la réalité, et ce que je ne vais pas laisser passer, que je vais mettre à la poubelle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit critique. Et c'est pas facile, hein, l'esprit critique, c'est très transdisciplinaire. Il faut un petit peu d'épistémologie, c'est la philosophie de la connaissance. Qu'est-ce que je vais considérer comme étant une preuve, qu'est-ce que je vais considérer comme étant valable pour changer d'avis, etc. Et c'est pas facile. Ça demande un peu de logique. La logique fréquentiste ou la logique aristotélicienne, comme je marque là, assez basique. Ça s'apprend à l'école, en cours de mathématiques par exemple. Donc ça, normalement, ça devrait être acquis par la plus grande majorité de la population. Il nous faut une liste des arguments fallacieux pour comprendre les arguments qui ont l'air d'être logiques au premier abord et qui en fait ne le sont pas. Et quand on a l'habitude de repérer ces arguments fallacieux-là, je pense qu'on est un peu plus immunisé et qu'on a un peu serré notre tamis de l'esprit critique. Ces arguments fallacieux, c'est par exemple l'argument de la nature qui consisterait à croire que si quelque chose est naturel, alors c'est forcément bon pour mon corps, par opposition à quelque chose qui serait fabriqué chimiquement en laboratoire et qui donc du coup serait forcément mauvais pour mon corps. Bien sûr, c'est le cas dans la plupart des cas, n'implique pas que ce soit vrai dans la totalité des cas. Il faut aussi avoir une petite démarche intellectuelle pour remonter à la source de l'information, pour pouvoir ne pas se laisser avoir par les rumeurs et les mouvements de buzz dans la population. Il faut réfléchir un petit peu à la formation de l'information dans la presse, dans les médias. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité, la subjectivité? Est-ce qu'un média peut être neutre? Et ça, c'est une des principales conclusions après 10 ans d'activité associative sur les phénomènes extraordinaires. C'est que je pense qu'il y a une certaine part de responsabilité des médias dans la façon dans laquelle les gens se forment leurs croyances. Et je pense que si on est plus armé à comprendre le fonctionnement interne de la production de connaissances des médias, on a un petit peu plus aiguisé son esprit critique et sa capacité à faire le tri. Dès qu'on a compris, par exemple, que la plupart des médias reposent sur un modèle économique basé sur la publicité. Ça veut dire que plus il y a de lecteurs, plus il y a d'audience à la télé, plus il y a de vues sur YouTube, et plus ça rapportera de l'argent si on met de la publicité tout autour de nos articles. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que tous les créateurs de contenu, YouTube en est le meilleur exemple bien sûr, mais même dans la presse ou la télé, ont toujours intérêt à vous montrer la version sensationnaliste d'une histoire, juste parce que ça fait plus de vues. Il faut bien sûr avoir quelques notions de comment marche notre cerveau, les écueils dans lesquels il tombe le plus souvent, ce qu'on appelle les biais cognitifs, pour essayer de compenser les défauts structurels de notre cerveau, qui sont pas tellement des défauts, puisque c'était des avantages pour nos lointains ancêtres, même très humains, d'anticiper la venue, je sais pas moi, d'un prédateur alors qu'il n'est pas là. Il vaut mieux fuir que ne pas fuir s'il n'y a rien, plutôt que de rester là s'il y a vraiment un prédateur. Donc voir des choses qui ne sont pas vraiment là et surinterpréter la nature, c'était un avantage évolutif. Je pense que maintenant ça devient un boulet, un petit peu comme le sucre était nécessaire pour nos ancêtres et il devient maintenant cause d'obésité parce qu'on en a partout et on s'en gave. Et vu qu'on se gave d'informations aujourd'hui, comme on se gave de sucreries, il faut arriver à compenser ça par des heuristiques, c'est-à-dire des trucs et astuces pour compenser ces biais. Et c'est là où je voulais en venir. Il faut une petite notion de probabilité pour pouvoir interpréter les résultats et pas se laisser avoir. Voici par exemple une expérience de pensée, une expérience sur, je sais pas moi, la télépathie par exemple. Quelqu'un me prétend pouvoir, je sais pas moi, deviner, pour faire simple, la couleur rouge ou noire d'une carte que je tire au sort dans un paquet de cartes. Je veux savoir
quel est le protocole qui permettrait de définir si oui ou non il y a vraiment un don. La mauvaise façon de faire, c'est la suivante. Et c'est ce qu'on fait tout le temps, et c'est la première idée qui nous vient à l'esprit. La mauvaise façon de faire, c'est de faire des listes d'hypothèses. Donc elle nous dit que c'est de la télépathie, ok. Quelles sont les preuves qu'elle a? Je fais une liste de toutes les preuves qu'elle avance. Et quelles sont les preuves que ce n'est pas de la télépathie? Je vois, si je l'ai pris là avant ça qu'à tricher, par exemple, ou si j'ai fait des expériences qui sont négatives et qui me prouvent que son don ne marche pas. Et puis la liste des arguments. C'est pas forcément des preuves expérimentales, mais ça peut être pas cohérent avec quelque chose que l'on connaît par ailleurs. Faire ces listes-là d'arguments pour, d'arguments contre, ou de preuves pour, ou de preuves contre, et peser ça, et puis se baser là-dessus, je pense que c'est la très mauvaise façon de faire. Une meilleure façon de faire, ce serait déjà de faire la liste de toutes les hypothèses possibles. Peut-être qu'il y a un miroir derrière moi où elle voit le reflet dans mes lunettes, par exemple. Je me suis fait avoir une fois par un truc aussi nul que ça. Et puis il peut y avoir plein d'autres hypothèses. Par exemple, elle a un complice dans la salle. Par exemple, tout simplement, la télépathie n'existe pas, mais il y a un ange gardien qui est omniscient et qui vient lui souffler la réponse dans l'oreille. Je sais que c'est étonnant, mais c'est pas plus étonnant que la télépathie et l'existence des ondes cérébrales. C'est pas parce qu'elle pense que c'est des ondes cérébrales que si le résultat est positif, c'est que c'est ce qu'elle dit est vrai. Ça peut être autre chose, quelque chose d'ordinaire ou quelque chose d'extraordinaire. Donc déjà faire des listes d'hypothèses, et puis surtout définir l'hypothèse que je vais considérer comme étant l'hypothèse nulle, l'hypothèse par défaut, l'hypothèse que je vais retenir si jamais je ne peux pas conclure avec des preuves suffisantes, par exemple s'il n'y a aucune preuve nulle part. Parce que c'est le cas, souvent. Il y a des sujets sur lesquels il n'y a personne qui a vraiment travaillé sur le sujet. Il n'y a pas d'études scientifiques, c'est juste une rumeur qui court dans la population. Et le tableau, souvent, il ressemble à ça. Et qu'est-ce que je fais avec un tableau comme ça? C'est pas facile. Et là, la science elle-même ne peut rien nous dire. Il faut une sorte de couche de code supplémentaire avec un autre langage de programmation par-dessus le langage de la science pour interpréter les résultats. C'est un petit peu l'épistémologie, c'est un petit peu de la philosophie de la connaissance. Et appliquer le rasoir d'Occam pour trier les hypothèses et retenir que celle qui met en œuvre le moins d'éléments et de concepts qui ne sont pas expliqués par ailleurs, ça c'est pas facile à faire. Je pense que le rasoir d'Occam, ce qu'on appelle le principe de parcimonie, c'est l'outil intellectuel qui est le plus facile à mal manier. Les scientifiques, voici leur méthode. Il faut calculer ce qu'ils appellent la valeur P. La valeur P d'une expérience, c'est les chances qu'on aurait obtenu ce résultat-là si il n'y avait pas de voyance, pas de miroir, pas de reflet dans les lunettes, pas de complice, seulement par hasard. Si je réussis une fois, il y avait 50% de chance d'y arriver. Ça m'étonne pas beaucoup. Allez, recommence. C'est bien une deuxième fois. Là, une chance sur deux, puis une chance sur deux, ça fait une chance sur 4. Il y avait 25% de chance qu'elle y arrive par hasard. Bon, ça fait quand même une chance sur 4, c'est énorme. Je peux pas conclure que c'est extraordinaire. Par contre, si elle y arrive 10 fois de suite, je fais le calcul, mais il y a moins de 0,1% de chance qu'elle arrive à faire ça par hasard. Là, je vois bien que je vais être épaté. Donc, il me faut un endroit où je vais décider que en dessus, bon, c'est plutôt ordinaire. Et puis, par contre, je veux être ouvert d'esprit. Je ne veux pas refuser ça à l'infini, quel que soit son résultat. Il y a bien un moment où il faut dire, ah voilà, apparemment il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est la télépathie ou un trucage, mais en tout cas, je ne peux pas dire que c'était juste au pif. Les scientifiques la placent donc à 5%. Voilà. Donc tous ces résultats-là, on va les considérer comme significativement significatifs. C'est-à-dire c'est une étude positive. Et puis en parapsychologie, je vais être plus exigeant. Moi, il faudra qu'une voyante réussisse au moins 7 fois d'affilée pour m'impressionner. Tant qu'elle ne réussit pas 7 fois d'affilée, je mets ça sur le compte du pif, elle est juste arrivée comme ça au bluff en disant allez vas-y, va, rouge, noir, rouge, pour tenter le coup. Par contre, si elle y arrive 7 fois d'affilée, je vais commencer à dire bon, elle n'est pas juste arrivée comme ça, à l'arrache. Une affirmation extraordinaire demande des preuves plus qu'ordinaires. C'est pour ça que ce seuil-là, il doit dépendre des cas. Dans tous les cas qui ne sont pas particulièrement extraordinaires, en fait, un seuil de 5, même 8, même 10%, en fait, pourrait me suffire. On a vraiment une fixation sur ce seuil à 5%, parce que c'est l'habitude, on a toujours fait comme ça fait 1 siècle et demi qu'on fait toutes nos études avec 5%, alors que les choses qui sont extraordinaires, je dois être plus exigeant. Et en fait, bien sûr, elle dit jamais qu'elle peut y arriver tout le temps, dans 100% des cas. Si ça se trouve, elle y arrive un peu plus que la moyenne. Donc s'il y a quelques échecs, ça ne veut pas dire
la télépathie n'existe pas. Donc pour être sûr de ne pas rater son don, il faut faire un petit peu des statistiques, c'est-à-dire pas juste essayer 7 fois, il va falloir essayer 100 fois d'affilée, peut-être 1000 fois d'affilée, faire la graphique de ce que je pourrais attendre si c'était du hasard. Là, la petite courbe, c'est le nombre de réussites qu'elle pourrait avoir en faisant 100 essais, si elle a une chance sur 2 à chaque fois de tomber juste. Donc ça fixait autour de 50, bien sûr, donc tant qu'elle réussit 50 fois, plus ou moins une certaine marge de fluctuation statistique, je ne serais pas étonné. Et puis avec n'importe quel petit calculateur en ligne, on peut voir que si jamais elle réussit 59 fois, il y avait moins de 5% de chance d'arriver à faire ça par hasard. Mais avec un protocole comme ça, voilà le problème. Et ça, c'est vraiment un problème structurel, mais pas seulement pour l'étude du paranormal. C'est vraiment un problème pour l'étude de la science dans son entièreté. Si je teste plein de voyantes avec ce protocole-là, j'ai un protocole qui permet de faire le tri entre les vraies voyantes et les fausses voyantes, ok, faisons-le avec toutes les voyantes qui se présentent. Si j'en teste avec plein, vu que mon protocole, il est basé avec un seuil, disons, de 5%, je sais que si aucune d'entre elles n'a de don, je ne sais pas si c'est vrai, dans l'hypothèse où aucune d'entre elles n'a un don de télépathie, je vais en trouver certaines qui vont avoir un résultat positif. Et ça fait beaucoup réfléchir. Ça fait déjà beaucoup réfléchir sur pourquoi il y a des gens qui pensent avoir des dons de télépathie. Souvent, ils tombent dans ces cas-là, parce qu'ils ont vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire pour de vrai. Et puis ça fait aussi réfléchir, parce que dans le monde de la science, c'est comme ça tout le temps, et sur les quantités incroyables de protocoles scientifiques qui se passent, il y a un nombre de faux positifs qui est attendu. Aussi, par exemple, une façon de faire pour tester, je sais pas moi, quelqu'un qui a un don de voyance, ou de radiesthésie, ou avec un pendule, ou avec des baguettes de sourcier. Elle pense pouvoir détecter la présence d'eau dans un verre, par exemple. Si ça tourne dans un sens, c'est que le verre est vide. Si ça tourne dans l'autre sens, c'est que le verre est plein, par exemple. Donc en mettant 5 verres comme ça et en la faisant tester, quelle que soit la méthode qu'elle utilise, on peut essayer d'arriver à avoir des statistiques là-dessus, que ce soit une boule de cristal, qu'elle fasse des tirages de tarot, qu'elle lise dans le marc de café, qu'elle utilise des baguettes de sourcier, qu'elle utilise sa propre télépathie, ou que ce soit un ange qui vienne lui souffler à l'oreille, peu importe, peut-être même qu'elle voit dans le futur. Là, sa pratique ne m'intéresse pas en premier lieu. C'est-à-dire que, quelle que soit la stratégie qu'elle utilise pour deviner quel verre est plein, quel verre est vide, ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte pour moi en tant qu'expérimentateur. On va juste essayer de mettre en place un protocole dans des conditions expérimentales qui lui satisfont, qui lui correspondent, qui disent bon bah là, ok, apparemment ça marche, dans cette pièce-là, avec tel environnement, le Wi-Fi, tel verre, à telle distance, apparemment ça a l'air de marcher. Dès qu'on a ça, qu'elle utilise un pendule ou une boule de cristal, peu importe, on peut commencer à faire l'expérience. Ça, c'est ce qu'on appelle le test en blanc. C'est absolument nécessaire parce que si jamais on ne fait pas le test en blanc au départ et que le résultat est négatif, il est tout à fait légitime que le praticien dise « Oui, mais ça marche pas, mais c'est parce qu'il y avait le Wi-Fi et les ondes Wi-Fi interfèrent avec mon pouvoir. » Et elle peut toujours trouver des solutions ad hoc après coup pour expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Donc il est nécessaire de bien vérifier que le don marche avant de commencer l'expérience en aveugle. Et c'est seulement ensuite, une fois qu'apparemment ça marche, qu'on essaye pareil, mais en aveugle. En aveugle, ça veut dire elle ne sait pas quel est le verre plein et quel est le verre vide, on les cache par exemple sous des boîtes ou des trucs comme ça. On peut tester bien sûr avec la boîte pour être sûr que ça marche. On lui dit d'abord sans aveugle, ici c'est le verre plein, est-ce que tu vois bien que sur le cadre c'est le verre plein? Oui, c'est bon. Voilà. Pour vérifier que bien sûr la boîte ne cache pas le signal. Et puis dès que c'est bon, après c'est parti, on envoie les statistiques et on fait ça des centaines de fois d'affilée en double aveugle. C'est-à-dire que non seulement le praticien ne doit pas savoir quel verre est plein et quel verre est vide, évidemment, mais même l'expérimentateur ne doit pas le savoir non plus. Et ça, c'est pas facile à mettre en place, et c'est ce que beaucoup de gens oublient quand ils testent un petit peu comme ça dans leur salon un truc paranormal ou leur don de radiesthésie. Ça, c'est pas facile à mettre en place parce que du coup, il faut faire 3 équipes. L'équipe avec le praticien qui met en place toutes les conditions nécessaires pour que ça marche. Ils doivent être en aveugle, ils ne doivent pas savoir quel verre est sous quelle boîte, et l'expérimentateur non plus, pour pas laisser transparaître des signaux, même involontaires. Des fois, il y a une communication non verbale dont on ne se rend pas compte. Et même si l'expérimentateur n'est pas complice, si jamais en passant sur le bon verre, il a une petite appréhension et son estomac se noue en disant ah, est-ce qu'il va y arriver? Ça peut se détecter par quelqu'un qui a un petit peu d'empathie. Donc il faut que ce soit une 3e équipe, une équipe de randomisation, qui tire au sort
la position des objets, que ce soit des verres ou que ce soit n'importe quoi, des patients, etc. Et puis les résultats, voilà ce qu'on peut attendre, donc du hasard, ça fait une courbe comme ça. Je vais définir que si ça tombe plutôt sous la courbe là, c'est plutôt ordinaire. Si ça tombe complètement en dehors de la courbe là, je vais dire que c'est extraordinaire. Bien sûr, il me faut un seuil. Ça, c'est les chances de se tromper si jamais on rejette l'hypothèse nulle. Donc là, je pourrais dire, c'est extraordinaire, mais en fait, il y a quand même des chances que ça arrive. C'est-à-dire, je veux dire que c'est extraordinaire alors qu'en fait, c'est ordinaire. C'est ça ce qu'on appelle une erreur de première espèce. Ça, c'est par exemple les chances qu'elle a en vrai. Si ça se trouve, elle réussit pas dans 50% des cas à voir la couleur de la carte. Elle y arrive dans 65% des cas. C'est un vrai nom, c'est plus que la moyenne. Hein. Mais c'est pas 100%, donc il y aura des erreurs d'échec. Donc en rouge, là, c'est par exemple ce qu'on peut attendre si elle a un don autour de 60% de réussite. Et là, je vois bien que, selon la taille des faits, c'est pas facile de prouver son nom. Si la taille des faits, la distance entre les deux courbes, est très large, les deux courbes seront bien séparées et on peut bien faire la différence. Mais si la taille des faits est petite et qu'on n'a pas pris suffisamment d'échantillons, les deux courbes peuvent se correspondre l'une l'autre. Et du coup, il faut penser à une deuxième type d'erreur, c'est les erreurs qu'on appelle de seconde espèce. Ça, c'est passer à côté d'un truc existant. Si je suis en dessous de mon seuil, je vais dire non, mais je peux pas rejeter l'hypothèse nulle, on va dire qu'elle a juste fait ça par hasard, alors que c'était pas du hasard, c'est juste qu'elle a pas eu de bol. Normalement, elle en fait à peu près 65. Bon, là, elle en a fait 55. Pas de bol, mais là, je suis passé à côté d'un vrai. Donc faut arriver à réfléchir aux deux. Souvent, même dans le monde scientifique, on néglige cette erreur de deuxième espèce, on fait comme si ça n'existait pas, et on peut très bien passer à côté de choses existantes. Et bien sûr, on se focalise sur l'erreur de type 1, pour la même raison que dans la justice, on préfère ne pas déclarer coupable un innocent, parce que c'est plus juste ainsi. Et là, c'est pareil, on préfère ne pas conclure à quelque chose, quitte à passer à côté d'un vrai phénomène. Bon, évidemment, cette courbe-là, j'ai aucune idée d'où elle est. C'est même l'objectif de la science, c'est de déterminer, du coup, c'est quoi ces chances. Est-ce qu'il y a beaucoup de chances qu'elles réussissent, ou est-ce que c'est moins? Voilà. Et puis si vraiment les deux courbes sont très fines, voilà, je vois que j'ai pas beaucoup d'erreurs de première espèce, mais j'ai toutes les chances de passer à côté du phénomène. Et puis il y a un autre choix, c'est le choix du seuil. Si je veux diminuer les erreurs de première espèce, je peux juste faire un seuil plus exigeant, mais du coup, je vais augmenter les erreurs de deuxième espèce. Et donc, il y a un compromis à avoir. Si jamais les deux courbes se touchent un peu, à vouloir minimiser les erreurs de deuxième espèce, je maximise celles de première espèce. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut penser quand on fait un protocole, même en amateur. Un des moyens, c'est pour séparer les courbes, c'est de faire plus d'échantillons. C'est-à-dire, au lieu de le faire 50 fois, on le fait faire 200 fois, on le fait faire 1000 fois. Alors, si on tire 1000 cartes, les statistiques font que la moyenne est toujours la même, mais les courbes sont plus pointues, les quarts types de chaque courbe est plus resserrée. Et du coup, on peut arriver à séparer mieux les courbes. Mais du coup, là, si je choisis un seuil de 5%, c'est dommage parce que je m'inflige 5% d'erreurs ici dans lesquelles je peux tomber et conclure à côté de la plaque, alors que si j'avais été plus exigeant ici, j'aurais quand même bien pu minimiser à la fois les erreurs de première espèce et de deuxième espèce. Ce culte de la valeur P qui fait qu'on la place toujours à 5%, je la trouve étrange. Ça dépend des cas. On devrait essayer de choisir notre valeur P de façon un peu plus judicieuse. Et puis bien sûr, encore pire, si jamais on prend moins d'essais, du coup les courbes sont plus larges et il y a plus de zones où les courbes se recouvrent. C'est ce que j'appelle le culte de la valeur P. Même les scientifiques, j'ai l'impression que c'est leur nouvelle religion, c'est de tout baser, ce qui est vrai et ce qu'il faut, sur cette valeur P là, sans voir que c'est un indicateur qui n'est pas dénué d'intérêt, mais c'est vraiment pas le seul. En particulier, il y a tellement de moyens d'optimiser cette valeur P pour pouvoir la baisser en dessous de notre seuil et pour pouvoir publier. Un chercheur qui a besoin de publier, il peut faire du p-hacking. Donc ça se fait dans tous les domaines de la science, et puis particulièrement dans le domaine du paranormal, où on peut le faire même de façon pas malveillante, sans se rendre compte qu'on est en train de le faire. On peut essayer d'optimiser cette valeur P. Par exemple, si jamais je veux savoir si la tisane de camomille a un effet sur le cancer du foie, je peux prendre plein d'échantillons de cancéreux à l'hôpital, leur faire boire de la camomille, je peux même les découper en deux groupes. Un groupe randomisé aléatoirement qui ne boit pas de tisane de camomille, un groupe qui boit, j'essaie de voir si celui dans lequel j'ai donné la tisane de camomille est plus guéri que l'autre.
Et puis une des mauvaises façons de faire, ce serait de dire, bah tiens, dans la foulée, je vais tester, puisque j'ai plein de patients, la tisane de camomille, de thym, de laurier, de genévrier, de menthe fraîche. Comme ça, au moins, je ratisse large, et puis si jamais il y en a un qui marche, je le verrai. Sauf que si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Voilà ce qui se passe. Je tire pas à la carabine un coup, je tire à la grenaille. Et là, j'en fous partout avec un tromblon qui envoie plein de morceaux de grenaille de partout. Et il est évident que dans le tas, il y en a quelques-uns qui vont tomber dans la petite zone qui est là. Une erreur, ce serait de me dire, ah voilà, j'ai prouvé que c'est celui-là qui guérit le cancer du foie. Celui-là, c'est, par exemple, la tisane de thym des montagnes. Le thym des montagnes, je l'ai prouvé, guérit le cancer de l'estomac. Je peux faire une publication là-dessus parce que mon seuil était significatif. Et je peux même pas parler des autres, parce qu'ils ne sont pas publiables, ils sont ratés. On ne publie pas les trucs qui sont ratés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, il peut y avoir plein de publications, scientifiques ou paranormales, qui sont valables, valides, qui ne sont pas des trucages. L'auteur, il est sincère, il n'y a pas eu de corruption des lobbies pharmaceutiques ou quoi que ce soit. Si jamais on essaye beaucoup de trucs, c'est normal qu'on finisse par en trouver quelques-uns qui, par chance, arrivent, mais ce sont des erreurs de première espèce. Il ne faut pas crier youpi, comme l'a fait par exemple Michel Gauquelin. Lui, il avait découvert l'effet de la planète Mars, et ça prouvait l'astrologie. Dans les profils astrologiques des gens, tous ceux qui avaient la planète Mars en carré du Soleil dans leur signe astrologique de naissance avaient de meilleures notes en sport. Et il a publié là-dessus. Et c'est vrai, Michel Gauquelin, c'est pas un fafada du paranormal qui est militant et qui a truqué ses résultats. C'est même pas des biais cognitifs qui l'ont amené à conclure quelque chose qui n'a pas de résultat. Il n'a pas été payé pour trafiquer ses résultats. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment sincère. Cette étude, elle est impeccable. C'est juste que, bien sûr, il y a la planète Mars, mais il avait bien sûr essayé avec toutes les planètes, Jupiter, Saturne, la Lune, et puis pas seulement en carré, il avait essayé les oppositions directes, les conjonctions, etc. Et puis pas seulement le sport, il avait les notes scolaires de tous les élèves de tous les collèges, donc du coup il a essayé avec les notes en mathématiques, en français, les combinaisons sur ces trois paramètres-là, de toutes les planètes, de toutes les carrés, conjonctions, etc., plus toutes les notes possibles, ça peut faire une quantité de petites gélules là-haut qui est tout à fait invraisemblable. Et donc c'est normal qu'il y en ait une qui finisse par tomber. C'est tombé sur la planète Mars et le sport. Bon. Par exemple, je pense que c'est dans ce biais-là qu'est tombé Daryl Bem. Lui aussi, je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il n'a pas truqué ses résultats. Je pense que c'est un véritable scientifique qui publie sans être guidé par une idéologie paranormale, ni vraiment payé par je sais pas qui. Il n'y a pas de corruption. C'est juste que lui, il avait la preuve que les êtres humains, pas seulement les gens doués, mais en moyenne, avaient une très légère précognition, une anticipation du futur, une sorte de sixième sens où notre cerveau est capable de voir un petit peu dans le temps. Alors lui, il explique ça bien sûr avec de la physique quantique et des trucs comme ça. Mais avant d'expliquer le phénomène, il faut d'abord pouvoir l'attester. Et ces études, je pense qu'elles sont vraiment valides, elles ont vraiment un seuil de significativité qui est étonnant, mais il avait essayé plein de paramètres différents. Il faisait apparaître des images à l'écran et il mesurait des signes physiologiques et il voyait que parfois il y a une anticipation et il y a des rythmes cardiaques ou des sudations qu'on peut détecter quelques secondes ou quelques millisecondes avant que les images apparaissent. Et il a essayé avec des images de bonheur, des images de torture, des images de meurtre, des images de fleurs, des images de sexe. Et il a trouvé que, tiens, les images pornographiques avaient un résultat qui était significatif. C'est prouvé. Quand il s'agit de sexe, on voit le futur. Ça, c'est parce que notre cerveau, il confond toujours ces deux statistiques-là. Les chances de gagner et les chances qu'il y ait un gagnant. Les chances de gagner, elles sont très faibles au loto, j'ai une chance sur 10 millions de gagner. Mais par contre, vu qu'il y a des dizaines et des dizaines de millions de gens qui jouent à l'euro million toutes les semaines, les chances qu'il y ait un gagnant dans le temps, c'est très fort. Il y a des gagnants toutes les semaines au loto. Et notre cerveau, il déduit très rapidement que si le premier pourcentage il est très faible, alors, du coup, le deuxième doit bien l'être aussi. Ce qui est faux, bien sûr. Du coup, il ne faut pas se laisser avoir quand quelqu'un vous présente une étude avec un seuil de significativité petit comme ça. Il ne faut pas être trop sceptique en disant
c'est un mensonge, ou alors ça a été truqué, ou je ne fais pas confiance à cette étude. On peut très bien faire confiance à cette étude si jamais on remarque qu'elle a été tirée dans un corpus d'études qui ont fait le même genre d'études et qui se sont toutes révélées négatives. Là, il est juste allé me chercher celles parmi les 5% qui étaient positives dans un corpus où toutes les autres étaient négatives. Pour pouvoir évaluer une étude, il ne faut pas seulement la télécharger et la lire. On ne peut rien apprendre d'une étude isolée, toute seule, même quand elle est significative. Ce qu'il faut, c'est la remettre dans son contexte. Et alors là, la remettre dans son contexte, c'est hyper dur. Combien de temps est-ce que j'ai encore pour vous parler? Ça va être l'heure, hein? Donc je vais aller très vite sur la fin, pour vous passer un petit peu ce que j'aurais aimé vous parler, et que je n'ai pas le temps. C'est l'heure, hein? Bon, ouais, 5 minutes maximum. Les outils de la zététique, c'est les petits proverbes qui nous permettent d'éviter de tomber dans ces biais-là. Je vous les passe juste à l'arrache comme ça, mais quand on se souvient de ces genres de petits proverbes, j'ai l'impression qu'on se laisse moins avoir à la fin. Ne pas retourner la charge de la preuve, ne pas mettre les conclusions avant l'épreuve, utiliser comme il faut le principe de parcimonie, c'est le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, on a une très mauvaise idée de ce qu'il veut dire. Je vous passe la façon dans laquelle les journalistes voient et présentent les choses sensationnalistes. Et je vais terminer sur ce petit binocle-là. Je pense que c'est le biais dans lequel on tombe tous et on ne peut pas s'empêcher de tomber dedans. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. J'ai l'impression qu'on porte tous des paires de lunettes, mais pas sur le nez, à l'intérieur de notre cerveau, qui font que tout ce qu'on voit est filtré et pré-analysé avant notre conscient et notre intellect. J'ai l'impression que tout ce qui va pas dans notre sens, on fait comme si ça n'existe pas, on le met de côté, on ne regarde même pas, on le met sous le tapis. Et tout ce qui confirme nos préjugés, nos croyances antérieures, tout ce qui va dans notre sens, là par contre, on le voit en relief et il est en surbrillance. Et on ne peut pas s'empêcher de voir le monde comme ça, il faut juste en être conscient et savoir qu'on y est tous soumis. Et moi-même, quand je me surprends à avoir surinterprété des trucs qui allaient dans mon sens en oubliant tout le reste, je m'en veux, j'essaie de me corriger, mais on ne peut pas retirer ces paires de lunettes, et ça me fait très mal. Voilà, bon, il est largement l'heure, je voulais garder un petit peu de temps pour les questions, je ne sais pas si on va avoir beaucoup de temps, mais tant que je ne me fais pas mettre dehors, je vais continuer. Merci de votre attention. On va donc prendre une question. Allez, le premier qui lève la main. Par exemple, j'ai une main levée là. Oui, vous, monsieur. La question, c'est à quel moment on arrête, en fait? Parce que tu parles de fait en ce moment, des témoignages. Sur le GEPAN, par exemple, le nombre de témoignages que l'on prend, à partir de quand est-ce qu'on finit par arrêter de prendre ces témoignages, c'est ça? C'est là où c'est sûr à quel point. Moi, je vois bien que dans le raisonnement scientifique que je viens de présenter, qui est fréquentiste, on ne s'arrête jamais. Moi, j'ai essayé d'avoir un raisonnement plus ce qu'on appelle bayésien, qui fait que il y a des fois où la quantité de données est déjà tellement grande que on peut me donner plein de témoignages vraiment crédibles, ça va plus beaucoup me changer mon opinion parce que le nombre de cas négatifs est tellement grand. Par exemple, pour les brevets, si je vais déposer un brevet sur l'énergie libre, le bureau des brevets va me dire non mais l'énergie libre, ça fait 100 ans qu'on a décidé qu'on arrêtait parce que c'est trop long, c'est trop pénible, il y a trop de gens qui arrivent avec l'énergie, ça n'a jamais marché, à chaque fois l'énergie, bien sûr elle ne peut pas se créer de nulle part, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est pas que, c'est juste que là, il y en a tellement de cas négatifs que maintenant on va plus dépenser d'argent là-dessus. Et là, pourtant, le GEPAN, on continue à payer chacun sur nos sous publics des fonctionnaires qui sont payés pour relever ces témoignages-là. Et ça va durer encore, je pense. C'est pour rassurer la population un peu, pour dire qu'on ne fait pas rien, on fait quelque chose, je suppose. Voilà, il y a plus d'engagement politique plutôt que de vrai intérêt scientifique. Je le comprends. C'est l'heure, hein. Ouais. Merci beaucoup. Et passez tous un bon week-end.